Bonjour, on est à la page 13a de la Gemara de Rosh Hashanah. Alors, on venait de terminer dans la vidéo précédente, dans le passage précédent, une discussion avec Rabbi Yirmiya qui parlait à Rabbi Zera, et on avait expliqué que justement il s'interrogeait sur la capacité des rabbins à nous dire exactement quand est-ce qu'arrive un tiers de la maturité. Non, sérieusement, c'est un petit peu difficile avec toute la démonstration qui avait été faite. Ça paraissait quand même difficile. Alors, on pouvait prouver qu'effectivement, il fallait que les céréales arrivent à maturation, mais de dire que le moment précis de cette maturation, ça semblait improbable. Et donc, on a eu une discussion où Rabbi Yirmiya a tout simplement a été un petit peu réduit au silence. Justement, comment quand Rabbi Zeira va lui expliquer que en fait il ne faut pas s'extraire de la halakha, et donc on a établi cette idée qu'il existe en fait dans l'établissement de la loi une certaine norme, on établit des normes dans la loi, ce qui fait que avec quelques exemples, par exemple sur le mikvé qui va contenir 40 CA, et si jamais il lui manque une goutte d'eau, il est plus valable. Comment? Tu as 40, même quand si on devait citer par exemple l'exemple de 40 litres et qu'on t'enlève une goutte d'eau, on te dit que c'est pas pareil. Bon, c'est pareil en réalité, mais c'est pas pareil. Parce que à partir du moment où une loi est établie, on a établi une norme, et d'un point de vue, on va dire, du législateur, il y a un besoin d'établir des normes fixes. Et voilà. Et voilà pourquoi est-ce que c'était plus valable, avec tout un tas d'exemples. Alors maintenant, en fait, Rabbi Yirmiya donc s'était rétracté sur sa parole, et on arrive à la suite ici. Donc il a dit « Ok, j'ai rien dit, fais comme si je t'ai rien dit ». En résumé un peu adapté. Hein. Alors, Rabbi Yirmiya entame une démonstration, une autre en fait, au sens où il va donner en fait d'autres exemples en fait, et il va montrer que finalement, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yirmiya, à la suite de dire que ce qu'il a dit avant c'était rien, il va prouver que c'était rien en fait. Peut-être que j'ai mal compris la dernière, parce que je voulais finir un peu rapidement. Eh bien, Rabbi Yirmiya, je vais reprendre à cette partie-là. Donc Rabbi Yirmiya dit ensuite que ce que j'ai dit n'est rien, et en fait ce qu'il va donner maintenant, c'est une suite pour prouver que ce n'est rien. Et par rapport à l'idée du tiers, alors donc, à savoir comment est-ce que les sages pourraient déterminer qu'une plante est parvenue au tiers. On était sur cette question-là. Bon, alors on va voir. Donc pour Rabbi Yirmiya, il dit donc ce que j'ai dit n'est rien, et il va. Alors on y va. Devaru mine Ravraya mais Rav Kahana, car ses confrères se sont enquis auprès de Rav Kahana. Omer sheikrivu Israël birchni Satan la Haaretz. Concernant le Homer que les Juifs ont offert allant rentrer en Israël au temps de Josué. Donc voilà que on discute ici à propos de ce que alors ses confrères, qu'est-ce que ça veut dire ses confrères? Alors le commentaire nous dit d'aller voir un Rashi dans la Gemara de Shabbat à la page 116b et de Zevachim à la page 70b. Celui qui veut aller voir et qui me l'écrit en commentaire, avec plaisir. Bon, ses confrères, ses collègues rabbins. Alors, donc il nous dit que le Homer, donc c'est le premier Homer apparemment, hein, l'offrande du Homer, donc c'est, alors je rappelle, hein, c'est une offrande qui doit être donnée donc dans la période à partir du deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot. On a ce temps pour donner ce Homer, cette mesure d'orge, ok. Et donc voilà que cette mesure, qui est une sorte de cadeau, se fait à partir du deuxième jour de Pessah. Et donc il te dit ici, il parlait, les confrères donc de Rav Kahana disaient que le Homer que les Juifs ont offert à leur entrée en Israël, mais Echan écrivez-vous, d'où est-ce qu'ils se sont procurés l'orge pour l'offrir? Donc effectivement, c'est la première année, ils viennent d'arriver à leur entrée en Israël et ils vont offrir le Homer. Oui, mais d'où il vient ce Homer? De quelle récolte elle vient? Il n'y avait pas de récolte, il n'y avait pas encore de champ. Et puis on a vu un commentaire, je crois, où ils ont dit qu'ils ont attendu 2 fois 7 ans, je crois, pour pouvoir
s'installer dans le cycle, ils ont attendu 2 Shemitah, ils ont raté 2 Shemitah, il me semblait avoir lu ça, ou 7 années en tout cas. Bref, ils se sont pas, ils étaient plutôt occupés à faire la guerre, à essayer de conquérir le territoire d'Israël à l'époque, donc il n'y avait pas nécessairement encore, on va dire, un système établi pour pouvoir semer, récolter et s'installer véritablement. Alors, Im Tomar de Agel Beyad Mochri. Alors, si tu dis qu'il a grandi sous les mains d'un non-juif, d'accord? Ketzirechem Amar Hamana. Car le miséricordieux, il a dit Ketzirechem. Donc, Dieu a dit Ketzirechem. Ça veut dire votre moisson, Velo Ketzir Nochri. Et donc, pas la moisson de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'un non-juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas faire l'offrande de l'orge, d'accord, elle doit être faite avec une offrande qui a été véritablement fait pousser pour ça par des gens qui savent pourquoi ils le font pousser. Alors ils le font pousser bien sûr pour manger, mais l'offrande doit être faite avec quelque chose qui a été fait par le juif, parce que Dieu lui demande de faire ta moisson. C'est-à-dire que c'est une sorte d'effort personnel. C'est pas simplement, c'est un engagement personnel. Alors l'orge était offert une fois pour tout le peuple d'Israël, encore une fois. Oui, mais justement, c'est-à-dire que pour recevoir la bénédiction, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de quelque chose fait par un non-juif, parce que, alors qu'est-ce qu'il va expliquer ici? Ici, il te dit que l'orge, en fait, devait appartenir à un juif lorsqu'il était prêt à la moisson, c'est-à-dire qu'il était parvenu au tiers de sa maturité, et donc considéré comme une nourriture susceptible d'être moissonnée. C'est ce que nous dit Rashi. Mais en tout cas, donc par un juif. Donc il fallait un orge qui a été poussé par un juif tout simplement. Alors, est-ce qu'il existe un... Bon, c'est ce que dit le texte en fait. Quand la Torah te dit votre moisson, elle ne parle pas aux non-juifs, elle ne parle pas du bien d'un non-juif, ou elle ne parle pas de ce qui a été fait pousser par un non-juif. Donc, c'est ce qui a été fait par toi, en gros. Hein, c'est ton effort. L'effort du peuple d'Israël de faire pousser sa récolte, et c'est cette récolte-là qui doit être récoltée, pas l'effort fait par quelqu'un d'autre. Bon, alors on continue. La Gemara stoppe le dialogue, là, entre les deux, il dit « Mimai d'akrivu ». Mais d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont offert? Parce que tu viens d'affirmer dans le début de cette Gemara, là, que dès qu'ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont offert le Homer. Mais regarde ce que te dit la Gemara ici, il a stoppé net l'affirmation à l'emporte-pièce du rabbin qui vient de citer ça, du Rav Kahana, en tout cas de ce que raconte ici Rabbi Yirmiya, au nom du Rav Kahana apparemment ici, de ce qui s'est passé quand ses confrères sont allés voir le Rav Kahana, et il stoppe la discussion en disant « Mais d'où tu sais qu'ils ont offert d'abord? Avant d'aller plus loin dans ton raisonnement, dis-moi d'où tu sais qu'ils ont offert. » Dilema, lo écrivez-vous. Peut-être qu'ils ne l'ont pas offert. C'est voilà, d'où tu viens, d'où tu m'apportes cette information qu'ils ont apporté le Homer la première fois. Puisqu'ils ne possédaient pas d'orge conforme à la règle, justement. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils auraient pu, dans le cadre des premières conquêtes, attraper des champs, mais comme ce n'est pas eux qui ont fait pousser l'orge, a priori, ils n'auraient pas pu offrir ce Homer. Donc, il lui dit, d'où tu sais qu'ils ont fait ce Homer? Alors la Gemara répond, la salka d'atach, que ça ne te vienne pas à l'esprit. On l'a vu souvent, cette expression, la salka d'altar, lo salka d'altar, je ne sais pas comment le dire, parce que en araméen, normalement, c'est la, et ici, ils le traduisent lo, alors je ne sais pas. Alors, lo salka d'altar, que cela ne te vienne pas à l'esprit. Dirtiv, vaychulu me'avur haaretz mimachorat pesach. Parce qu'il est écrit, et ils se nourrirent du produit de la terre le lendemain de Pessah. Mimachorat Pessah achul, le lendemain de Pessah, ils ont mangé. D'accord? Me'ikarev la achul, mais avant, ils n'ont pas mangé. Donc, quand il y a écrit dans la Torah, et ils se nourrirent du produit de la terre le lendemain de Pessah, la Gemara te dit donc, le lendemain, au premier jour de Pessah, ils ont mangé, effectivement. Mais avant ce jour-là, ils n'ont pas mangé. Deakrivu Omer Vahadar Ochle. Pourquoi? Et si la situation a changé, c'est parce qu'ils ont offert le Homer au deuxième jour de Pessah, et seulement après,
ils ont eu le droit de consommer la nouvelle récolte. Hein, je rappelle que quand on offrait le homer, donc, c'est pour démarrer la possibilité de manger la nouvelle récolte. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser, on n'a pas le droit d'utiliser la récolte tant qu'on n'a pas offert une partie de cette récolte au temple, et c'est le homer qui donne une sorte de point de départ pour pouvoir commencer à consommer. Or notre texte de la Torah qui disent « et ils se nourrirent du produit de la terre le lendemain de Pessah » nous prouve qu'ils n'ont pas commencé à manger tant que le lendemain de Pessah n'était pas arrivé. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain de Pessah? On fait le homer. Donc c'est parce qu'ils ont offert le homer qu'ils ont et seulement après consommé donc après le premier jour de Pessah qu'ils ont consommé la nouvelle récolte. Donc ça veut dire qu'ils étaient en mesure d'offrir le homer tout simplement. Donc ils avaient les moyens, ils avaient la chose. Alors la formulation de la Gemara, un petit peu ici, il exprime, alors pardon, je finis quand même, mais Echan écrivez-vous, il ressort donc qu'ils avaient de quoi offrir de l'orge. Bien. Alors il y avait donc un commentaire qui disait que la Gemara, la formulation, la manière dont elle dit la Gemara paraît complètement inutile et redondante. Pourquoi ne pas dire simplement que si les Juifs ont mangé les produits agricoles frais le lendemain de Pessah, c'est qu'ils avaient certainement offert le homer auparavant. Pour une étude de la question, il y a des commentateurs, je ne vais pas vous envoyer, mais si vous le voulez, bon, allez, le Taz, le Chartres, le Yoreh A, 293, bon, Tosfot, Ridouché, Rabbi Akiva Iger, bref. Alors, juste une chose, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc effectivement, la question qui a été posée ici, c'est qu'en gros, bon, on voit bien qu'ils avaient des récoltes finalement, donc pourquoi venir dire, tout à l'heure tu m'as dit que tu avais un doute qu'ils aient pu offrir du homer, parce qu'il n'y avait pas de récolte. Mais apparemment ils en avaient. Ah mais une minute, ils en avaient, non, ils en avaient pas. C'était a priori, ça aurait pu être, comme on a vu tout à l'heure, que ça aurait pu être celui d'un non-juif, puisque le homer doit être celui d'un juif. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont s'empêcher de manger jusqu'au lendemain de Pessah ou pas? Est-ce qu'ils ont offert finalement un homer d'une récolte qui était déjà là, ou est-ce qu'ils ont véritablement eu le temps de récolter et véritablement de semer, récolter, et d'avoir leur propre blé, si je puis dire? La Gemara reprend le dialogue avec Rav Kahana et ses pairs. Donc on reprend ce dialogue qu'on a laissé entre parenthèses quand il a arrêté pour dire « mais d'où tu sais qu'ils avaient offert d'abord ?» Bon, alors très bien, ils ont offert. Il leur a dit, Amar Lahen, il leur a dit, Kol shelo havi shelish miyad beyad nochri. Il pouvait se servir de tout ce qui n'avait pas atteint le tiers de sa maturité sous la propriété d'un non-juif. Donc il dit comme ça, hein, que en fait, quand ils sont donc entrés en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Juifs sont donc entrés en terre d'Israël, ils ont remarqué dans les champs des non-juifs la présence de certaines récoltes d'orge qui n'avaient pas encore atteint le tiers de la maturité. Donc quand est venu le moment d'offrir le homer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont employé cet orge pour parvenu entre-temps à la maturité de la propriété. Et donc, puisque la propriété avait changé, puisque bon, ils ont conquis la terre, et cet orge-là qui a été planté par les non-juifs, c'est vrai, mais comme elle n'était pas encore arrivée à maturité, qu'entre-temps elle est arrivée à maturité, alors ils ont apporté l'orge. Et c'est comme ça qu'il résout la question. Donc en gros, ce qu'on vient d'expliquer finalement, c'est quoi, hein? C'est de dire que qu'est-ce qui a permis aux Juifs, lorsqu'ils sont arrivés, d'offrir ce homer? Alors oui, ils n'avaient pas de récolte avec eux, hein, ils n'ont pas transporté des, je sais pas moi, des épis portatifs, des champs portatifs, ça n'existe pas. Donc quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des champs, donc dans le cadre de la conquête, et alors ils ne pouvaient pas offrir l'orge qui était déjà là, qui était déjà prêt, déjà mûr, mais ils ont pu offrir l'orge qui n'était pas encore prêt, et c'est comme ça qu'il explique finalement son raisonnement. Donc quand Rabbi Yirmiyah leur a dit « Ok, t'inquiète pas, j'ai rien dit », finalement, il lui confirme, au fond, quelque part, d'après ce que dit Rabbi Kahana, hein, quand il cite ce qui s'est passé, enfin la discussion avec Rabbi Kahana et ses collègues, eh bien, finalement, il lui confirme qu'effectivement, il y a une histoire de tiers dans l'histoire, à savoir que, donc, une tradition nous apprend qu'effectivement, voilà, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas de champ, mais il fallait offrir le homer au premier Pessah qu'ils ont pu faire sur la terre d'Israël, le lendemain. Et ce lendemain-là, en fait, comment ils ont choisi
d'offrir le homer, ben, ils ont pu le faire qu'avec des épis qui n'étaient pas encore mûrs, mais qui, une fois que la propriété est passée sous la domination juive, eh bien, elles ont mûri après. Alors, ce qui n'était pas encore mûr, évidemment, n'a pas été utilisé. Alors, Rabbi Irmia conclut sa démonstration, Vedilema, Raël, Velokim, Léou. Ou peut-être que l'orge avait déjà grandi jusqu'au tiers de sa maturité, sous la propriété du non-juif, sans qu'il puisse le déterminer. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, comment il pouvait savoir qu'est-ce qui était mûr ou pas mûr? C'est un petit peu ce qu'il dit ici. Alors pourquoi il lui pose cette question-là? Je veux dire, on peut supposer quand même que les Hébreux ayant été des esclaves en Égypte, et que là-bas ils sont plutôt végétariens, ils mangeaient surtout exclusivement du blé, de l'orge, enfin ce genre de produits, pourquoi il n'aurait pas reçu une transmission pour savoir à quoi ressemble un épi d'orge qui arrive à maturité, au moins d'un tiers de sa maturité? Je vois pas cette étrange réflexion, donc bon, on continue. Vedilema Ariel, Velo Kim Léou, comme je disais, donc. Or, peut-être que l'orge avait déjà grandi sans qu'il puisse le déterminer. Donc, lui, il suppose qu'ils avaient déjà atteint le tiers de la maturité, mais, et que ce tiers de la maturité était sous la domination d'un non-juif, elle était la propriété d'un non-juif, et ils ont offert, mais dans l'erreur, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qui était au tiers, et ils ont pris finalement de l'orge, ils ont pris l'orge au-delà du tiers sans savoir, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était le tiers, et ils ont pris et ils l'ont offert comme ça. En fait, force est d'admettre, nous dit la suite de la Gemara, et là, Kim Léou. En fait, il faut pouvoir déterminer Achanami Kim Léou. En fait, ils avaient le pouvoir, il faut pouvoir déterminer Achanami Kim Léou. Et ici aussi, ils pouvaient déterminer. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? En gros, alors avec le commentaire, parce que quand on lit cru comme ça, hein, sans les petites lignes autour, alors, force est d'admettre que les sages de cette génération étaient suffisamment experts pour pouvoir déterminer à la simple observation que les baies étaient à moins d'un tiers du croissance. Et ici aussi, nous devons dire que les sages pouvaient déterminer toute récolte parvenue au tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, et de ce fait garantir qu'une telle récolte était toujours mûre à Sukkot, comme c'était le sujet principal finalement de notre discussion au départ. Hein, rappelez-vous qu'on discutait sur le problème de savoir comment les sages ont pu déterminer que la Shemitah devait se poursuivre justement jusqu'à Sukkot. Et donc on avait dit que ce n'était pas l'histoire de la Shemitah, mais c'était plutôt l'idée de la moisson, à savoir qu'on moissonnait à la sortie de l'année, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, on faisait une moisson qui devait atteindre au moins jusqu'à Sukkot. Voilà. On attendait Sukkot pour pouvoir faire cette récolte-là. Hein. C'est enfin la discussion de la vidéo d'avant, tout ça. Bon, alors, on a apporté donc une preuve qui dit la chose suivante, hein, pour comprendre. On doit constater tout simplement, au final, qu'il savait déterminer. Et puisqu'il savait déterminer, ben, là aussi, les sages, quand ils te disent que avant Rosh Hashanah, tout ce qui atteint le tiers de la maturité pour la pousse d'une céréale, eh bien, ils savaient déterminer quand ça atteint ce tiers. Hein, ils savent, tout simplement, ils connaissent leur métier de paysan, d'agriculteur. Tout simplement. Hein, les sages avaient du métier, ils étaient experts là-dessus. Et donc, quand ils te disent que avant Rosh Hashanah, en gros, le tiers, quand ça arrive au tiers, tu n'as pas de problème. Voilà. Donc en fait, alors je rappelle, hein, je vais la rappeler parce que donc Ravasi il avait dit pour se rappeler très rapidement hein, que cela ne devienne pas. Alors pourquoi? Alors la fête du ramassage s'appelle la fête de ramassage de Sukkot, s'appelle aussi ramassage, et c'est pour ça que je me suis perdu. Je suis désolé, je vais le refaire. Attendez, j'essaye de retrouver la discussion d'origine parce que du coup, alors on est en train de discuter. Je vous rappelle qu'on est en train de discuter finalement
de comment on détermine la récolte avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Et il y avait plusieurs options, parce qu'il y a l'histoire du bourgeon, il y a l'histoire du fruit, quand il est cueilli. Il y a certains légumes, tu les cueilles avant Rosh Hashanah, ils sont considérés comme de la nouvelle récolte, et après Rosh Hashanah, ils sont considérés comme la récolte nouvelle. Ça dépend du moment où tu la récoltes. Et donc, on avait parlé aussi des céréales, et pour les céréales, on avait établi que ça va dépendre de son tiers de la maturité. C'est-à-dire que même après la fête de Rosh Hashanah, d'accord, si le grain avait atteint le tiers de sa maturité à Rosh Hashanah, même quand je le récolte après, il est considéré comme la récolte ancienne. Et les épis qui n'auraient pas atteint le tiers de leur maturité sont considérés comme les récoltes nouvelles quand on les récolte après Rosh Hashanah. Donc on était en train de discuter de tout cela. Et donc ici, il y avait une discussion justement de savoir, mais attends, cette histoire du tiers de la maturité, d'où tu sors que ça? Bon, alors la conclusion finalement de ce qu'on a fait, de tout ce qu'on vient d'expliquer avec Rabbi Irmia, et ce que dit Rabbi Irmia, en gros, on est obligé d'admettre que voilà, déjà à l'époque, quand les Juifs sont entrés en terre d'Israël, ils avaient offert le Homer à partir d'un champ qui n'appartenait pas à un Juif, mais à partir du moment où ils ont pris la possession du champ, le champ appartenant aux Juifs, la récolte qui était considérée comme une récolte appartenant aux non-Juifs, c'était tous les épis qui avaient dépassé cette maturité, qui étaient déjà mûrs, et puis les épis qui n'avaient pas encore atteint ce tiers de leur maturité, pour les épis, eh bien, c'était considéré comme une récolte qui, à partir du moment où le propriétaire avait changé pour le champ et qu'il était passé d'une domination non juive à une domination juive, la nouvelle récolte, cette récolte qui allait pousser un peu plus, donc avant ce tiers de maturité plus, d'accord, allait devenir donc juive, et donc il fallait offrir le homer avec, puisqu'on avait expliqué que le homer ne peut pas être offert avec une récolte d'un non-juif. Donc ici, la conclusion, c'est assez amusant au final. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai eue, c'est-à-dire, oui, moi je vous dis, même d'un point de vue, j'ai envie de dire, sociologique, tu as affaire à des esclaves qui étaient dans les champs toute la journée. Rappelez-vous l'épisode, par exemple, avec Moshe, où ils ont été obligés d'aller chercher les épis, d'accord. Ils étaient en contact, une partie du peuple connaissait tout simplement l'agriculture, et donc ils savaient déterminer quand un épi était mûr ou pas mûr, tout simplement. Et ils savaient que le tiers de la maturité, au fond, ce qu'on appelle en tout cas le tiers de la maturité, c'est quand l'épi n'est pas encore viable, il n'est pas encore bon, il ne peut pas être replanté, donc voilà. Donc il dit, voilà, si à l'époque ils savaient, aujourd'hui encore ils savent, les sages quand ils t'ont donné cette règle, eh ben ils savent de quoi ils parlent, quoi. Point. Alors face à cette preuve, la Gemara objecte. Alors pourquoi elle objecte? Mais pourquoi elle objecte? J'ai eu du mal à faire un résumé, et maintenant elle objecte. Ça veut dire que je vais être encore obligé de vous le résumer, j'espère que non. Alors on y va. Alors la Gemara objecte. Elle dit, mais peut-être qu'ils ont employé pour l'offrande du Homer de l'orge qui n'avait pas du tout mûri quand ils sont en terre, quand ils sont rentrés dans la terre. Une chose qui est aisément repérable. C'est-à-dire que on n'était pas dans un cas, te dit ici, la Gemara te dit, mais attends, toi tu m'as donné le cas où finalement, on revient à la discussion première. C'est-à-dire que, oui, écoute, pourquoi tu me choisis là encore le tiers? Quand tu me dis qu'ils sont arrivés pour offrir le Homer, ils ont dit, finalement, ils ont pris le tiers, ils ont pris des épis qui, à vue d'œil, avaient atteint, ils étaient experts au tiers de la maturité. Bon, très bien. Oui, mais regarde ce que te dit la Gemara. Elle te dit, mais attends, tu pourrais très bien dire aussi que quand ils sont arrivés, ils ont vu des débuts de branches feuillettes toutes petites, c'est même pas le tiers, là. On avait atteint, je sais pas, de quelques jours à peine, et donc ils ont su tout de suite, parce que ça, c'est quelque chose de facilement reconnaissable, que c'était les épis d'orge. Donc, Vedilema, lo ya'ayel klal, ils ont peut-être vu des choses, ils ont peut-être employé de l'orge qui n'avait même pas du tout mûri, d'accord, quand ils sont rentrés dans la terre d'Israël. Aval echad ayel rivra, mais s'ils avaient mûri au quart, par exemple, donc ils avaient déjà un quart, même pas au tiers, mais au quart, ben shelish le pachot mi shelish, lokim lehu, ils n'auraient peut-être pas su déterminer la différence entre un épi parvenu au tiers et un épi parvenu en deçà du tiers de sa croissance. Donc on revient à la question principale. C'est important d'avoir une bonne connaissance sur le blé. Alors, là on parle de l'orge, mais c'est un peu pareil. Alors ensuite, la Gemara refute cette objection. Elle n'est pas du tout d'accord.
Euh, Alors écoutez bien pourquoi. Alors là, c'est le cas d'Atar, que cela ne te vienne pas à l'esprit d'Irtiv, Ve'a'am alu mina Yarden, Be'asor la Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, et la nation est remontée du Jourdain le 10 du premier mois. Alors sachez-le, on est dans Josué, depuis tout à l'heure. À partir du moment où on a parlé des Juifs qui rentrent en terre d'Israël, Moïse n'est plus dans l'équation, parce qu'il est resté en dehors d'Israël, il a eu l'interdiction de rentrer. Donc, on ne parle ici que du livre de Josué, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et la nation est remontée du Jourdain le 10 du premier mois. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous faire comme commentaire? Bon, c'est juste la référence. Ve'i salka da'atach velo ariel klal. Donc, ils sont rentrés le 10 du premier mois. Le premier mois, dans la Torah, quand on cite le premier mois, c'est le calendrier des rois. C'est le 10 Nissan, donc, le premier mois, c'est Nissan, donc on est le 10 Nissan. Or, s'il te vient à l'esprit qu'ils n'avaient pas du tout mûri quand ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans le pays du 10 Nissan. Donc, ils sont rentrés dans le pays. Ah oui, c'est intéressant. Ah ben voilà, là déjà, c'est une preuve qui commence à être un peu plus claire. Effectivement, ils sont rentrés le 10 Nissan. Quand est-ce qu'on fait la fête de Pessah? Le 14 Nissan, c'est-à-dire le 15. C'est à ce moment-là qu'on commence à offrir le Homer. Donc, pour offrir le Homer, ils avaient à peine 5 jours pour offrir le Homer. Pourrait-il avoir pleinement mûri en 5 jours seulement? Nous dit la Gemara, c'est bien, j'ai fait le calcul comme il fallait. Bachamisha yome mika malia. Mais est-ce que tu vas pouvoir avoir un épi pleinement mûri en 5 jours seulement? Évidemment que ça risque d'être difficile. Les grains d'orge destinés à l'offrande du Homer doivent être gras et pleins, nous dit ici le commentaire. Donc quand tu offres le Homer, on n'offre pas ce qu'on a envie de jeter à la poubelle, parce que si tu cueilles des grains qui sont tout petits, rikiki, c'est pas ça un cadeau que tu fais à Dieu. Non, tu fais un cadeau à Dieu avec des choses qui sont beaux, qui sont gras, qui sont pleins. Regardez l'exemple, par exemple, dans l'histoire de Caïn et Abel. Abel avait offert justement, on dit dans les commentaires que Abel, pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas agréé au sacrifice de Abel, qui était des légumes pour le coup, comme on fait ici d'ailleurs, voilà, on est en train d'offrir des céréales. Eh bien, Caïn, qui était le maître de la terre, a offert des choses de la terre, nous dit la Torah. Vous savez ce que c'est les choses de la terre? Il n'y a pas écrit, il a offert des céréales bien gros, bien volumineux. Non, il y a écrit dans la Torah, il a offert des choses de la terre, des trucs de la terre. Ça veut dire quoi, nous dit Rashi là-bas? Ça veut dire il a offert, on dit les ronces, il a offert les poubelles. Tiens, ça, il a fait un tas avec les mauvaises herbes, et il a mis le feu, il a dit c'est pour Dieu. Et il n'a pas été agréé. Et c'est quand Abel a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait Abel? Et le texte, il est comme ça, il dit, grosso modo, il dit que Abel a choisi donc la plus belle bête, avec les meilleurs morceaux, les plus gras, etc. C'est-à-dire qu'il a offert ce qu'on appelle un sacrifice. Or, là, on te dit qu'on doit faire l'offrande du Homer, tu ne vas pas offrir le Homer avec quelques petits grains rikiki qui ressemblent à rien. Alors, la Gemara répond. Alors, donc ici, il nous dit la même chose. Ça n'aurait pas pu être mûr après 5 jours. Si tu me dis qu'il n'y avait que quelques petites brindilles à peine, qui n'étaient même pas au tiers, et tu vas offrir quelque chose avec quelque chose qui n'a même pas atteint le tiers, même pas atteint le quart, c'est évident qu'il n'aurait pas atteint la pleine maturation, je ne sais pas si on dit comme ça, au moment du Homer, 5 jours après leur entrée en terre d'Israël, puisqu'on a dit qu'ils avaient offert une fois qu'ils étaient rentrés. Alors ils ont offert, mais ils ont offert quand? Parce que le Homer, on a 50 jours pour l'offrir. Il y a écrit, oui, c'est ça, ils ont offert le produit. Parce qu'on a dit, rappelez-vous, on avait cité tout à l'heure le texte qui disait qu'ils se sont nourris du produit de la terre le lendemain de Pessah. Et on avait expliqué que le lendemain de Pessah, pour qu'ils puissent se nourrir du produit de la terre, il fallait d'abord qu'ils offrent la mesure d'orge. Donc ils ont d'abord offert le Homer, et on sait que c'était le 2e jour de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu objecter et dire, mais attends, peut-être qu'ils ont attendu jusqu'à la fin du Homer. 5 jours, c'est pas suffisant. Mais on sait que le Homer, tu dois l'offrir dans une période entre le 2e jour et Shavuot. Et donc tu as 50 jours pour le faire, ce Homer, oui. Bon, on aurait pu dire qu'ils ont attendu 1 mois entier, 1 mois et demi, et là, il y a le temps de mûrir largement. Mais non, parce qu'il y a écrit dans la Torah que c'est dès le lendemain qu'ils ont consommé du produit de la terre. Et puisqu'ils ont consommé dès le lendemain de Pessah, c'est qu'ils avaient offert le Homer. Alors l'Agmara nous répond quand même. Donc il dit, je répète, on venait de terminer sur est-ce qu'on pouvait
Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible que les épis d'orge aient mûri complètement en 5 jours? Alors la Gemara nous répond, mais alors, que diras-tu? Et la maille, de'ayel rivra au danka, qu'ils avaient mûri au quart ou au 6e au moment où les Juifs sont entrés dans le pays. Alors la Gemara nous répond, mais alors qu'est-ce que tu me dirais? Qu'ils auraient mûri au quart ou au 6e au moment où les Juifs sont entrés dans le pays? Abati bachamisha yomé makamalia. Malgré tout, dans les 5 jours qui restaient donc jusqu'à l'offrande du Homer, est-ce que ça pouvait pleinement mûrir? Donc en gros, il dit, bon, imaginons il est arrivé déjà au quart, d'accord? Est-ce que, j'ai l'impression qu'il dit, est-ce que tu penses qu'il peut passer du quart au 6e? Est-ce que tu penses que ça peut grossir d'un coup en 5 jours seulement, qu'on peut passer d'une maturation qui arrive à peu près au quart à une maturation qui arriverait au 6e? D'accord? Malgré tout, dans les 5 jours qui restaient, jusqu'à l'offrande, pouvait-il pleinement mûrir? Je te dirais même au tiers, quand tu arrives... Ah oui, non, mais il faut que... voilà. Imaginons, d'accord. Imaginons il était arrivé au quart. Imaginons il était au 6e. D'accord? On était ou au 6e ou au quart. D'accord? Il ne venait pas de pousser une petite brindille rikiki, mais on était déjà avec des brindilles d'orge qui étaient pas encore mûres. Ils étaient arrivés juste au quart ou au 6e, nous dit la Gemara. Alors il dit, mais malgré cela, quand tu arrives au quart ou au 6e, imaginons, Abati bachamisha yomé mikamalia, est-ce que malgré tout, dans les 5 jours qui suivent après ça, ça pouvait pleinement mûrir? Donc il te pose tout simplement la question, mais comment tu vas distinguer quand tu arrives au quart et que tout d'un coup tu arrives au tiers? Est-ce que véritablement tu peux arriver au tiers en 5 jours de maturation comme ça? Passer en 5 jours du quart au tiers. Si j'étais un peu agriculteur, je vous répondrais, mais comme je n'en suis pas un, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça semble surprenant tout de même. Qu'en 5 jours, tu peux passer d'une qualité qui donc n'est pas encore consommable, que tu ne peux pas replanter ton grain, à une qualité qui est tout d'un coup va être parfaite. Alors la question c'est de savoir au fond comment savoir. Donc si tu me dis c'est au quart, ou tu me dis c'est au 6e, tu penses bien qu'au 6e et au quart, c'est difficile d'arriver juste après. Ok? Alors justement, attendez, je vois encore... Est-ce qu'il y a des bébêtes partout chez moi? Alors je reprends. Donc, mais alors, que dirais-tu? Qu'il avait donc mûri au quart ou au 6e, mais malgré tout, dans les 5 jours, est-ce qu'il pouvait pleinement mûrir? Et la maille itlach. Plutôt, et la maille itlach lemema. Plutôt, que dois-tu dire? Eret tsevi ketivba. Qu'il est écrit à propos d'elle, la terre d'Israël, que c'est la terre du cerf. Alors là, très chers amis, sachez-le, la terre d'Israël est décrite comme étant la terre du cerf. Havanami eret sevi ketivba. Ici aussi, on peut dire, étant donné qu'il est écrit à son propos, que c'est aussi la terre du cerf. Alors, qu'est-ce que c'est que la terre du cerf? Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Alors, pour ceux qui ont déjà vu Discovery Channel, ou ce genre de chaîne, vous voyez, on voit les animaux, en fait, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'expression Eretz Sevi signifie au sens simple une terre convoitée. Mais elle peut aussi vouloir dire la terre du cerf. Alors en fait, quand tu traduis, oui, d'accord, bon, c'est un commentaire sur le texte en hébreu, Eretz Tzvi peut signifier à la fois convoité, une terre convoitée, ou une terre du cerf, le cerf, hein, l'animal, avec les cornes, tout ça. Alors dans le traité de Ketubot, la Gemara en déduit que les fruits mûrissent en terre d'Israël plus vite qu'ailleurs, tout comme le cerf court plus vite que les autres animaux. Ah voilà, donc en fait, pour ceux qui ont vu effectivement Discovery Channel, le cerf court très vite. Eh bien, de la même manière que la terre d'Israël est décrite comme étant la terre du cerf, sous-entendu, la terre où tout pousse vite. En fait. Bon, il fait un temps où rien ne poussait, mais bon. Alors, donc ici aussi, il nous dit qu'on peut dire qu'il est écrit à son propos que c'est la terre du cerf, sous-entendu que l'épi peut passer d'un état tout à fait prématuré à un état parfaitement mûr en 5 jours. Donc il peut y avoir à peine 5 jours pour que ça mûrisse. Donc il est possible que l'orge qui était employé pour le Homer ne fût pas du tout mûr quand ils sont entrés dans le pays, et donc cet épisode ne démontre pas donc l'aptitude des sages à distinguer l'épi parvenu au tiers de sa maturité que celui qui est en deçà du tiers. Donc en fait, on vient de prouver ici
juste rapidement avant de faire le commentaire sur la terre du cerf, il y a un deuxième commentaire là-dessus, que en gros, a priori, d'après cette idée que ça pousse très vite, puisque ça pousse très vite en Israël, eh bien, quand ils sont arrivés, l'épi aurait très bien pu être effectivement au quart ou au sixième, et en 5 jours seulement, elles arrivent à maturité. Et puisqu'elles arrivent à maturité, tu ne peux pas me démontrer que c'est le tiers. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on a fait de la discussion précédente avec Rabbi Zera, où Rabbi Zera nous disait qu'il faut arrêter de s'extraire de la halakha. Je pensais qu'on avait fini avec ça, qu'on avait genre clos la discussion, mais pas du tout. Donc en fait, Rabbi Irmia a tout simplement choisi un autre angle d'attaque, où il n'est pas en train de critiquer le sage, mais il est en train d'essayer de montrer que on ne peut pas être sûr à 100% que les épis étaient à leur tiers quand ils ont offert le Homer, et donc on pourrait éventuellement dire que la maturité vient avant, et il faudrait établir une autre règle que celle que les sages ont posée. Donc, c'est-à-dire que la différence entre l'argumentaire qui est proposé par Rabbi Irmia ici et l'argumentaire qui était précédent, celui du début de la vidéo que j'ai fait en résumé, c'était de dire quoi finalement? Que le problème, c'est qu'il critiquait le sage pour la critique. C'est-à-dire, il disait, ah, mais ils savent rien, ils connaissent rien. Quand tu dis ça, tu dédaignes, tu fais un dédain. Alors justement, il dit, ne t'extrais pas de la halakha. Toutes les mesures des sages sont ainsi, il avait dit, Rabbi Zera, pour le répondre. D'accord? Il lui avait donc dit, en fait, que, bon, il ne faut pas commencer à jouer et à dire, voilà, les sages ne connaissent rien, ils ne savent pas mesurer, ils sont pas... Non, c'était pas ça le propos de Rabbi Irmia, donc il a changé son angle d'approche, oublie ce que j'ai dit, et il a démontré, à travers les textes, qu'il y avait un problème pour dire que c'est arrivé au tiers, c'est tout. Il y a un problème pour démontrer, en tout cas, que c'était le tiers, du point de vue de la Torah, et de Josué, en tout cas, ici. Bien. Alors, notre Gemara va reprendre la discussion autour de la source dans l'écriture. Alors, je vais voir juste le dernier commentaire et puis on s'arrête là. Alors, ceci semble... Alors, donc, on était sur l'idée de la terre du cerf, et il y a un petit peu de commentaire qui nous a été donné. Donc, on avait conclu que finalement, en 5 jours, l'épi peut pousser parce qu'on est sur la terre où tout pousse vite, quoi. D'accord? Alors, ceci semble contredire la règle édictée qui était plus haut dans la Gemara, à savoir qu'il faut 2 semaines de Rosh Hashanah à Sukkot. Hein, rappelez-vous. On avait dit qu'il devait attendre jusqu'à Sukkot pour faire le Asif, pour récolter. Or, de Rosh Hashanah à Sukkot, il y a 2 semaines. Et on avait dit que à Rosh Hashanah, quels épis sont les épis qui doivent être, qui doivent être considérés comme appartenant à la récolte précédente. Ce sont les épis qui sont en dessous du tiers. Et après Rosh Hashanah, quand ils arrivent au tiers, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans cet argument-là? Si à Rosh Hashanah, ils sont en dessous du tiers, on voit qu'on a besoin de 2 semaines, parce que pour aller jusqu'à Sukkot, de Rosh Hashanah à Sukkot, il faut 15 jours. Donc voilà qu'on a 15 jours pour aller là-bas, et là, sur l'orge, je suis en train de me dire qu'il lui faut 5 jours. Ah, il faut savoir où ça pousse vite, où ça pousse pas vite. On peut répondre que l'orge ne pousse pas pareil que l'autre. Enfin, les 2 plantes ne sont pas pareilles. Alors, donc, ceci, donc, je répète, hein, ceci me semble contredire la règle qui était dictée plus haut dans la Gemara, savoir qu'il faut 2 semaines de Rosh Hashanah Sukkot à une plante pour évoluer du tiers à la pleine maturité. Les Rishonim résolvent la contradiction en établissant une distinction entre un grain assez gras pour servir à l'usage du Homer et un grain assez mûr pour la moisson et l'engrangement. Donc, il y a ce qui est bon à prendre et il y a qui est bien gras pour offrir au Homer un petit peu. Voilà. Le premier correspond à une étape antérieure qui, dans l'environnement hâtif de la terre Israël, peut être atteint en 5 jours. Le second correspond à une étape ultérieure qui, même en terre Israël, nécessite au moins de 2 semaines après que le grain soit parvenu au tiers de sa maturité. Bon, je ne suis pas convaincu par ce que je viens de lire. Pourquoi pas? Alors, on va revenir sur la discussion avec Ravasi et on va reprendre tout ça dans une prochaine vidéo. À la prochaine.